Garçon, un café, s'il vous plaît. Expresso, c'est le format court de conversation secrète. En une quinzaine de minutes, nous faisons le tour d'un film qui aura marqué nos esprits de cinéphiles, qu'il soit culte ou confidentiel. Aujourd'hui, on se drape de nos plus belles toges. Ismaël, enfile ta couronne de fleurs. Je me vois plutôt dans une peau d'ours, si tu veux bien. Alors, tu risques d'avoir un peu chaud dans l'avion, mais très bien, ok. Nous partons tous les deux pour la Suède fantasmée de Ari Aster et de son énigmatique Midsommar. Allez, c'est parti. Where are we going? Where we came for. Welcome to Horga. And happy midsummer. Skål! Après le diabolique et plus confidentiel Hérédité, sorti en 2018 avec Toni Collette et Gabriel Byrne, Ari Aster poursuit son envol avec Midsommar, qui aurait été le carton estival de 2019. Succès public mais critique également, couronnant le réalisateur comme l'un des plus grands espoirs du cinéma d'épouvante renaissant aux côtés de Jordan Peele par exemple, avec Midsommar, Ari Aster se fait l'héritier d'un cinéma de genre codifié. Ismaël, est-ce que tu as quelques exemples en tête ? Oui, Midsommar se place à la croisée de plusieurs influences. Il s'inscrit d'abord plus explicitement dans la lignée des films de folk horror. Par exemple Wicker Man, donc, qui est récemment sorti dans les salles françaises d'ailleurs. Il y a également dans le même genre Le démon de Maïs, adapté de Stephen King, et beaucoup de films. Même on peut aller aussi sur les films de cannibales dans les contrées lointaines. Et le regain pour ce genre de film est à dater dans le mi-temps des années 2000, avec notamment The Witch de Robert Eggers, qui a réalisé il y a peu The Lighthouse. Et The Witch, l'intrigue se situait dans une communauté de pèlerins européens dévots débarqués en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle, à l'aube de l'histoire américaine. Donc, Midsommar explore tout ce thème de l'étranger qui arrive dans une communauté lointaine, aux mœurs très exotiques et codifiées, qui va se retrouver, et cet étranger va se retrouver au centre de rituels sacrificiels, qui cimente la communauté. Enfin, le principe, c'est qu'il arrive dans un lieu éloigné, mais c'est lui qui va être au cœur de ces rituels, et la communauté va le cueillir comme une fleur nouvelle, une chair nouvelle. Quand c'est un homme qui arrive dans ces contrées perdues, comme dans The Wicker Man, c'est souvent sa loi, son supposé savoir un peu colonial, qui sont retournés contre lui. Quand c'est une femme, c'est alors plus souvent ses désirs que la communauté renvoie de façon un peu inversée. On a pu le voir avec Martha, Marcy, May, Marlène de Sean Durkin, qui se passait exclusivement aux États-Unis, mais qui travaillait cette histoire de communauté. C'était en 2011. Car Midsommar explore aussi la dimension obscure et conflictuelle qu'il y a dans les rapports entre les hommes et les femmes. On peut ainsi le rapprocher assez facilement de Rosemary's Baby de Polanski, où on ne sait jamais si Rosemary est effectivement la victime d'une secte satanique ou si c'est plus simplement une femme qui délire finalement la vie de jeune mariée passive et asservie qu'on veut lui faire vivre. Oh là 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 là, t'as été un peu vite en besogne, je trouve, Ismaël. Avant l'analyse, petit retour sur la trame narrative de ce foisonnant Midsommar. Le film commence par la description de l'existence dévastée de Dani, interprétée ici par Florence Pugh. Dani est une jeune américaine qui vient de perdre ses parents et sa sœur de façon dramatique, sa sœur ayant tué ses parents avant de mettre fin à ses jours. Dépressive, et on le sera à moins, l'étudiante en psychologie ne peut compter sur le soutien de son petit ami Christian qui ne l'aime plus, mais n'a pas le courage non plus de la quitter. Étudiant en anthropologie, il a pour projet de partir en Suède avec ses camarades sur l'invitation de Pelé, jeune Suédois qui souhaite leur faire découvrir son pays, ses contrées, son folklore à l'occasion de la célébration du solstice d'été. Dani va s'ajouter au groupe d'amis de Christian, qui se retrouve donc au nord de la Suède, dans la communauté d'Arga. Commence alors l'immersion des jeunes Américains dans un quotidien très ritualisé, dans les coutumes néo-païennes faisant référence à la mythologie nordique et à la culture des runes. Peu à peu, le film s'enfonce dans le malaise et l'horreur. À partir de là, les héros, qui se pensent encore libres, sont pris dans une mécanique narrative, un scénario rituel qui va les broyer et les engloutir.
Le réalisateur s'amuse à jalonner son film de détails et de références propres à exciter l'effervescence interprétative et stimuler les enquêteurs qui sommeillent en nous. Ismaël, allons-nous plonger dans ce labyrinthe et en chercher le sens ? Pourquoi pas entrer finalement dans le labyrinthe de ce film, mais à condition de se donner, Yann, pour objectif d'en sortir. Car le film Midsommar est vraiment ce type de film qui sont des pièges pour les théoriciens en herbe de tout poil, des pièges dont on se sort jamais. C'est toujours l'ornière de ce type de film de passer son temps à essayer de le déchiffrer sans aboutir finalement à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en pense, quelle est notre position face à lui, qu'est-ce qu'il nous dit à nous et à personne d'autre. Beaucoup d'objets de la culture populaire sont souvent mis ou se mettent volontairement ou non dans cette position d'objet de culte, suscitant mille théories ou conjectures. C'est un peu une religion païenne et pop. On la décèle dès les Beatles, dès le succès des Beatles, avec la couverture de Sgt Pepper's, les messages sataniques qui seraient codés dans Revolution 9, la mort de Paul McCartney, Lennon qui dit que les Beatles sont plus connus que Jésus-Christ. Bon, il y a un film assez récent, Under the Silver Lake, qui met en scène de façon très ironique et très drôle ce jeu de pistes pop un peu délirant et plus ou moins paranoïaque qui ne mène finalement nulle part, comme tous les jeux de pistes, et s'il ne débouche pas sur un jugement personnel, finalement, et individuel et singulier. C'est ça, finalement, un peu ce qu'on pourrait dire d'un geste critique, c'est se lancer dans un jugement qui ne repose sur rien, qui ne s'appuie sur rien, et qui nous libère du sens du film, du papier, finalement, tue-mouche interprétatif qui vise à nous coller autour de passe-passe des réalisateurs. Ça ne veut pas dire que cette méthode ne produit pas de grands films, et Aster s'inscrit explicitement dans cette lignée qui cherche finalement à diriger le spectateur dans les méandres de la construction, à le perdre. Mais c'est très important de nous laisser toujours la possibilité nous-mêmes de garder en nous la force de sortir de ces films, comme Alice s'exempte de son propre rêve en faisant s'envoler le château de cartes à un moment. Oh, hey, oh, denairo rei, oh, Giving thanks with the, yeah, the weather, the crops. Il y a déjà pléthore de théories plus ou moins virtuoses que l'on peut entendre sur ce film. Certaines sont vraiment brillantes et apportent plein d'éléments à la compréhension de Midsommar. Nous, on a évidemment notre propre interprétation et grille de lecture, mais cette interprétation repose sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de vérité du film. C'est bien l'objectif d'Ari Aster, celui de nous faire tourner en rond tels des théologiens. Notre grille de lecture, c'est elle qui va nous permettre de nous échapper de cette furie du déchiffrement pour essayer d'attraper le film autrement. Tout d'abord, il faut le dire, c'est le personnage de Danny, sa trajectoire, son évolution mentale, qui va servir de colonne vertébrale à Midsommar. Si le film débute dans la noirceur et dans une atmosphère étouffante, il va basculer vers la lumière et la terrible clarté au contact des Argas. Il en est de même pour Danny, qui à mesure du film va surmonter son deuil, sa dépression et son atonie, pour s'affirmer de plus en plus face au groupe et à son petit ami Christian. Absolument, Yann. Oui, et allons-y même carrément, et partons du principe que toute la seconde partie du film est un rêve de Danny, une sorte de projection fantasmée qui vient répondre point par point à sa situation réelle décrite dans la première partie. Danny est étudiante en psychologie, dépressive, sous médoc, sa sœur
comme elle-même d'ailleurs est bipolaire, hein, et comme le film d'ailleurs, hein, qui est bipolaire, hein, puisqu'il y a cette coupure et ce voyage d'un pôle à l'autre. La sœur de Danny est suicidaire, le petit ami de Danny ne la soutient pas, elle vit seule dans un studio tout petit, rikiki, au milieu d'un espace urbain pollué. Elle ne peut compter sur personne. C'est toute la purée de poids de la première partie, en fait, cette nuit américaine épaisse, avec cette neige fondue hein, qui lézarde le ciel. La maison des parents est perdue dans une banlieue infinie. Les amitiés autour de Christian sont des amitiés hypocrites. Toute cette souffrance, Danny la rentre en elle-même et n'arrive pas à la gérer. Elle ne peut s'exprimer que par un long cri et des pleurs. Elle n'arrive pas à expliciter cette souffrance. Et toute la seconde partie sera donc la mise en scène fantasmée de cette souffrance et de ces désirs qui sont rentrés et indicibles. Donc absolument tout dans la lumière d'Arga va venir répondre à cette nuit première que traverse Danny au début du film. C'est comme l'envers hein, du film. Enfin, il y a d'ailleurs ce fameux renversement de la caméra à un moment qui montre ce passage d'un monde à l'autre. Et si toute la partie en Suède est un songe, c'est donc Danny qui en est l'architecte. Cette communauté, ce voyage en Europe ne sont que le fruit de son imagination lui permettant d'apaiser ses craintes et malaises. Toute la monstruosité de cette communauté est en germe dans la douleur même de Danny. Tout ce qu'elle ne s'autorise pas à dire dans la première partie, la communauté Arga vient le dire et le prendre en charge, lui donner une sorte de légitimité par les codes et les rituels mis en place. Les Arga lui permettent ainsi de donner un sens à la mort de ses parents et de faire son deuil. D'arriver à quitter sa relation toxique, d'éliminer ses amis prétentieux, ou en tout cas les amis prétentieux de Christian, à l'exception de Pelé, pour qui finalement elle aurait un désir qu'elle ne s'avoue pas. Oui, ce serait finalement la fonction en miroir de ce couple de londoniens qui est amené par Ingemar, le frère de Pelé, qui est dans le rêve de Danny, le reflet du caractère triangulaire du désir qu'elle a à la fois pour Christian et pour Pelé. Donc il y a cette dimension finalement de... Comment dire cet amour qu'on croit venir de Pelé, mais qui, si on pense qu'on est dans le rêve de Danny, est en fait le désir de Danny pour Pelé. Oui. Et à la jeune femme en jogging un peu négligée, Danny, par son rêve, va se réinventer en reine de mai,
Elle devient belle, désirable, va restaurer sa primauté et son narcissisme. Mais du coup, Ismaël, alors s'il ne s'agit pas de la Suède, ni de la communauté païenne dont traite le film foncièrement, de quoi parle-t-il ? Des États-Unis peut-être. C'est là où, derrière les références des films d'horreur, on décèle l'influence tout aussi explicite d'ailleurs et très visible du Magicien d'Oz, qui est un film structurant de l'imaginaire américain. Et cette idée, il faut user du rêve. On fait face aux difficultés de la réalité en usant de la force du rêve, mais qui est quand même toujours en instance de se transformer en cauchemar. C'est le cas dans Le Magicien d'Oz, c'est le cas dans beaucoup de films qui jouent sur cet usage du rêve américain. Ces Argas qui nous sont présentés ne sont pas en fait des vrais Suédois. C'est l'idée de la Suède que se fait Dany. Ce sont des Suédois complètement archétypaux, trop suédois finalement pour être vrais. Leurs maisons, leurs fresques, leurs accoutrements, ils sont à la fois traditionnels et légèrement, redessinés, un peu postmodernes, très graphiques. En fait, ce sont des Suédois Ikea, des Suédois rêvés par une jeune américaine perdue. Si on le prend par ce bout, le film parle de l'Amérique actuelle. La drogue, les médicaments, la solitude, finalement l'absence de sens. Les États-Unis, c'est la volonté d'arriver à surmonter la division par l'union, pour une meilleure union. Mais pour Dany, tout se désunit, tout se détricote, aucun sens ne tient. Elle ne peut s'appuyer sur rien, ni sur la fidélité de son ami, ni sur les liens familiaux solides. C'est finalement le paradoxe de la liberté. On dit l'amour libre. L'amour libre, c'est finalement qu'on ne peut pas se fier à l'autre. La trahison des amis, par exemple, c'est effectivement ça. De surcroît, elle vit, on l'a dit, dans un milieu urbain où la nature est étouffée. La pollution est d'ailleurs métaphorisée par le gaz d'échappement qui tue sa famille. À Arga, ça sera l'inverse de tout ça. Aucun espace n'est donné à la liberté. Tout est pris en charge, tout est réglé comme du papier à musique. Il n'y a aucune perte, tout est recyclé, aucune perte matérielle. On voit jusqu'au corps qu'on recycle pour faire de l'engrais, une sorte de biodynamisme totalitaire, mais aucune perte non plus de sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet espace de la dépression possible, puisque tout a un sens. C'est une civilisation totalitaire, englobante, qui rassure et qui protège finalement de tout imprévu. La mort, l'infidélité, la trahison. Derrière le rêve de Dany, c'est en fait l'Amérique qui se retrouve dans une impasse, face à son paradoxe de liberté qui divise, individualise à l'extrême et met à mal l'avenir de la planète. Dany, et donc l'Amérique avec elle, va fantasmer ses origines, ses communautés primitives avec les pèlerins européens arrivés aux États-Unis. Oui, une sorte de traversée de l'Atlantique, un retour fantasmé vers l'Europe pour revenir aux origines des États-Unis. Et beaucoup d'Américains d'ailleurs sont d'origine suédoise. On le voit bien dans un film que j'aime beaucoup, que tout le monde aime beaucoup d'ailleurs. C'est Fargo des frères Coen, où on voit dans le Minnesota toute cette communauté d'origine suédoise. Très sympathique d'ailleurs, très polie. Mais derrière toute cette bienveillance, évidemment, circule le mal encore. Bon, l'avantage de cette théorie,
c'est d'abord qu'elle est également applicable à Hérédité, le premier film d'Ari Aster, qu'on peut lire comme le délire hein, finalement de Peter pour justifier sa maladie mentale héréditaire. Comme Danny, Peter se fera le roi de son rêve à la fin, le roi Paimon, à la fin de son délire. Mais l'avantage également de cette théorie, c'est qu'elle débouche donc, comme on vient de le dire, sur une considération politique, quoi, où on peut voir, sous le propos d'Ari Aster, finalement, une description de la crise démocratique que traverse l'Amérique, et combien elle couve finalement des rêves de résolution de ce problème dans une société totalitaire, crypto-fasciste, eugéniste et rassurante. On voit bien que le jeu d'Aster finalement est de placer le spectateur à la place même où se trouve Danny ou Peter. En lui faisant penser qu'il subit des événements, il regarde quelque chose, mais finalement en les plaçant petit à petit comme les maîtres du jeu, et on est tenté finalement dans ce labyrinthe de se couronner, d'être roi de sa propre interprétation, de sa propre théorie. Les spectateurs sont alors prisonniers de ce jeu de pistes, comme Danny et Peter sont prisonniers de leurs rêves. Sarhafti, Gudatru, Sarhafti, Gudatru. Félicitations Ismaël, on est sorti du labyrinthe d'Ari Aster. Oui, et puis aucune victime, sain et sauf, tout le monde est sauvé, tout le monde rentre à la maison, c'est très bien. T'as pas eu trop chaud avec ta peau d'ours? Moi j'étais bien en toge. Hein. J'ai eu un peu chaud, j'avoue quoi, j'ai eu un peu chaud. C'était un expresso, une nouvelle fois de Conversation Secrète, le podcast. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Enlève ta peau d'ours Ismaël, à très bientôt, bisous.